Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. C'est une joie d'ouvrir cette 4e édition du cycle Traversée dans 5 livres d'architecture. Traversée dans 5 livres d'architecture, ce sont 3 rencontres par an, 3 rencontres dans lesquelles on présente 5 livres qui racontent, qui décryptent, qui enquêtent l'architecture, la ville et le territoire. Il s'agit d'une traversée dans des ouvrages de registres différents, des fictions, des textes théoriques, des manifestes, des ouvrages de recherche portés par des auteurs et par des autrices aux profils divers, des architectes, des philosophes, des artistes, des urbanistes, des sociologues et bien d'autres. Ce qui rassemble ces 5 livres, c'est leur période de parution dont on fait l'hypothèse qu'elle traduit peut-être directement ou indirectement les questions, les doutes, les obsessions, les inquiétudes d'une époque. Alors ce cycle, on l'a construit à la Maison de l'Architecture parce qu'on a un attachement au livre, le livre qui permet à la fois de transmettre une recherche, une pensée, un propos, mais qui permet aussi d'explorer, d'enquêter, d'expérimenter, de projeter une hypothèse et qui permet parfois également, dans un monde agité, de suspendre le temps et d'ouvrir un territoire. Alors ce soir, je tiens à remercier Samuel Hope, qui est au fond, de la librairie Volume, qui est avec nous et qui présente une sélection d'ouvrages. Et puis je tiens particulièrement à remercier les auteurs et les autrices qui sont avec nous. Alexandra Arène, Marc-Antoine Durand, Cyril Pressaco, Gaëtan Lamarche-Vadel et Sébastien Marot. C'est une joie de pouvoir vous entendre. Et comme chacune des traversées que l'on organise à la Maison de l'Architecture Île-de-France, on va d'abord vous écouter pour plonger dans vos différents ouvrages pendant 10 minutes pour chaque ouvrage, et ensuite on va garder une vingtaine de minutes pour échanger, pour vous poser des questions et pour essayer de construire peut-être des mises en perspective entre ces livres très différents les uns des autres. On va commencer avec vous, Alexandra Arène. Alexandra Arène, vous êtes architecte, docteur en architecture. Vous avez cofondé avec Sohel Ajmir Baba et Axel Grégoire SOC, Société d'objets cartographiques. Au mi-temps des années 2010, vous avez initié avec Axel Grégoire et Frédéric Aitouati une réflexion sur la cartographie en considérant les cartes, je vous cite, comme des objets puissants pour envisager l'avenir et en considérant, je vous cite encore, le besoin de nouvelles cartes pour nous situer dans l'espace-temps du nouveau régime climatique et pour nous indiquer avec qui nous habitons et partageons la Terre. Cela a donné lieu en 2019 à la parution du livre Terraforma, que l'on connaît tous, paru aux éditions B42. Et le livre que vous présentez ce soir, si je ne dis pas de bêtises, il se fait dans la continuité de ce travail. Ce livre, c'est Gaiagraphie. Il est préfacé par le géochimiste Jérôme Gaillardet. Il se situe donc dans cette continuité en changeant la focale pour explorer la zone critique. Ce livre, il est structuré autour de 3 grands chapitres, la terre, l'eau et l'air, 3 éléments donc de la zone critique, entrecoupés d'interludes et articulant ainsi différents registres dans votre exploration. On vous suit donc dans cette enquête qui articule les registres, les champs disciplinaires. Merci beaucoup d'être avec nous. Et donc, on commence avec ce livre. Bonsoir, merci Léa, merci la Maison de l'Architecture. Donc moi, c'est la première fois que je présente le livre. Vraiment, il vient de sortir. Donc, je vais m'appuyer sur mes notes. Je suis désolée, mais bon, je pense que ça va aller quand même. Tu l'as bien introduit, en fait, je vais essayer de prolonger sur ça. Donc le livre, c'est une exploration de la zone critique et il a un peu comme point de départ le fait qu'on est face à des territoires en ruine en tant qu'architecte ou aménageur du territoire et que peut-être on manque d'outils ou d'équipements pour comprendre en fait ce qui nous arrive. Donc ce livre, c'est une recherche-enquête pour essayer de s'outiller conceptuellement et pragmatiquement. Et ça, en allant voir comment des sciences de terrain se dotent de capteurs, d'instruments pour tracer ces perturbations. Donc le livre, voilà, d'abord, il raconte cette rencontre avec ces sciences, les sciences de la zone critique, et il cherche à comprendre ce qu'est la zone critique. Donc tout l'enjeu du livre, c'est aussi cette compréhension la zone critique, c'est bien plus finalement qu'une fine pellicule à la surface de la Terre, une épaisseur, des profondeurs de sol, oui, mais aussi des cycles, des mouvements, des dynamiques de la Terre. Donc il y a aussi une dimension temporelle que le livre va chercher à reconnecter à la spatialité de nos territoires, entre guillemets. Et donc le livre, il propose aussi de traduire cette exploration dans des représentations cartographiques. Donc c'est ça la gaiagraphie, l'écriture de la Terre, mais une Terre qui serait beaucoup plus active, dynamique,
donc toutes les dynamiques qu'on a explorées, qu'on a recueillies dans la zone critique. Finalement, Gaïa, ce n'est pas une entité stabilisée ou un super-organisme, mais si on suit la philosophe Isabelle Stengers, c'est une entité qui va nous poser question et qui va nous obliger quelque part à modifier nos pratiques et peut-être aussi nos pratiques en tant qu'aménageur du territoire ou architecte. Et ensuite, du coup, la Gaïa, ce serait la somme de tous ces déséquilibres qui bouleversent notre climat et notre zone critique. Donc, si je parle un peu plus maintenant du livre, après cette introduction qui situe un peu le propos. Donc, le livre, finalement, il a un peu deux chemins de lecture. Vous verrez, il est structuré par des chapitres, mais il est structuré aussi par les représentations, le graphique. Donc il y a un chemin qui est vraiment lié à l'enquête. Donc à l'enquête dans la zone critique, puisque ces scientifiques, ils installent en fait des capteurs dans des observatoires, dans des paysages in situ, de façon à redéfinir un petit peu ce que c'est l'eau, l'air, les roches, de façon peut-être aussi un peu plus moléculaire ou granulométrique. Donc ils vont décomposer un autant d'éléments qui composent la terre, l'eau ou les roches. Et donc c'est ça qu'on essaye de rendre compte dans le livre, c'est comment ça décale notre perception de la nature. Et donc il y a cet effort, cet aspect de redécouverte d'un autre paysage, ou du paysage qu'on habite, mais dont on perçoit peut-être pas toutes les entités qui le composent. Donc voilà, le livre plonge dans des récits, enfin plonge dans le terrain avec des récits, des coupes, dans les stations instrumentées. Et cette carte, donc on ne voit pas très bien, je suis désolée, j'aurais pas dû mettre un PDF, pardon, entre guillemets. Bon, elle est aussi dans le livre beaucoup plus lisible. Cette carte, elle synthétise un petit peu la vue de ces observatoires. Donc j'ai passé beaucoup de temps ici, c'est dans les Vosges. C'est une forêt qui est impactée par les pluies acides et par la sécheresse et les parasites. Et en bleu, en fait, on a cartographié tous les instruments qui permettent aux scientifiques d'avoir une nouvelle compréhension de cette nature, donc le granit, les roches, la circulation de l'eau, de la nappe phréatique. Et la carte, elle est à la fois microscopique et macroscopique dans le sens où elle va mettre sur un même plan de référence des entités qui ont des échelles différentes et donc essayer de rendre compte de tout ça. Donc le référentiel cartographique, vous voyez, il est assez différent de ce qu'on a l'habitude. Il emprunte au livre Terraforma. Donc c'est le modèle sol, en fait, avec l'atmosphère est placée au milieu sur ce dessin. Et plus on va vers la périphérie, plus on va vers les roches profondes. Donc il y a un déploiement un petit peu des profondeurs de la Terre. C'est comme si on regardait à l'intérieur et ensuite on va regarder comment chaque instrument va aussi nous donner une compréhension de ce paysage. Ensuite, l'autre chemin en fait que développe le livre, c'est celui des cycles. Donc, dans le livre, il y a des interludes cartographiques, méthodologiques, des données qualitatives, des réflexions sur les cosmogrammes ou sur les sciences terrestres. Mais l'idée, c'est vraiment de construire pas à pas une représentation des cycles, donc de la gaïagraphie. Puisque, en fait, ces cycles biogéochimiques, ce sont ceux-là que les scientifiques cherchent à comprendre, à tracer dans leurs observatoires, mais aussi à l'échelle planétaire. Et c'est cette relation aussi qui va nous intéresser, comment le local agit sur le planétaire et inversement. Et ces cycles, ils terraforment, ils génèrent, ils transforment nos paysages. Vous savez qu'ils sont aussi, on a dépassé les limites planétaires sur ces cycles, mais finalement on en parle peut-être peu dans notre discipline architecture. En tout cas, je me place un peu dans cette... c'est un livre... en effet, au début, pour des disciplines, puisque c'est issu d'une thèse, et ensuite, ça cherche quand même à généraliser, à donner aussi une compréhension plus générale de ce que peuvent être ces cycles. Donc, dans le livre, on a construit un espèce d'outil, un abac. C'est un outil dessiné de mesure pour tracer les cycles. Et à la fin, dans chaque chapitre, on propose d'en tracer quelques-uns. Donc, on ne les a pas tous, mais on fait l'exemple sur l'érosion, cycle de l'érosion, cycle du ciment pour le chapitre terre,
Pour le chapitre eau, on a cartographié les cycles de l'eau de chaque observatoire, donc de 3 qui sont étudiés dans le livre. Et pour les cycles du soufre et du carbone se réfèrent au chapitre R. Et sur la BAC, donc sur ce modèle, on a aussi l'atmosphère au centre. Donc je ne peux pas pointer, mais autour, en fait, on va vers le sol et puis les roches non altérées, donc les roches profondes. Et sur cette façon de représenter, donc là, c'est à la différence de la carte de tout à l'heure, on ne va pas représenter des éléments du paysage, mais on va rester sur une écriture diagrammatique. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on va décomposer le cycle en autant de processus qui permet de tracer son mouvement. Donc, on a des unités de temps qui sont assignées à chaque cadran. Un cadran représente 1 minute à 1 jour, et plusieurs cadrans, par exemple 15 cadrans, correspondent à 20 millions à 100 millions d'années. Donc en fait, on a essayé de tracer le processus sur son cycle à la fois long et court pour essayer de visualiser en fait l'entièreté du cycle. Donc là encore, je suis désolée de la petitesse, on n'arrive pas trop à voir, mais là c'est par exemple un essai avec le cycle du carbone. Donc on a un sens de flèche aussi qui va de l'atmosphère vers les roches ou des roches vers l'atmosphère, et on trace comme ça combien de temps prend la respiration, combien de temps prend la photosynthèse, combien de temps prend la sédimentation et l'humification, donc comment aussi le carbone traverse les épaisseurs de sol pour s'enfouir plus profondément pendant la sédimentation. Et on a aussi voulu représenter les déséquilibres impactés par les activités humaines. C'est la ligne 7, peut-être que vous la voyez en bas du diagramme. En fait, elle ramène le carbone des roches profondes jusqu'à l'atmosphère de façon très rapide. Donc là encore, il y a une désynchronisation entre le cycle long et naturel et le cycle qui est impacté par les activités humaines. Toujours dans l'idée de cartographier Gaïa, enfin cartographier les déséquilibres aussi qu'on cause, et elle réagit très fortement avec nous. Pour conclure, peut-être je ne sais pas du tout combien j'ai... Ah super, pour conclure. Alors, voilà, je suis assez contente de présenter le livre dans un écosystème de livres, parce que ce livre lui-même, il est issu de longues collaborations avec d'autres disciplines, philosophie, géochimie et histoire des sciences. Donc les cartes des cycles ont été créées au travers de discussions avec Jérôme Gaillardet, comme disait Léa, et qui a écrit la préface, et qui a écrit aussi un très beau livre qui s'appelle La Terre habitable, ou l'épopée de la zone critique. Je le conseille vraiment si vous voulez vous plonger encore plus dans cette zone critique. Et puis, bien sûr, le projet il a été alimenté par les discussions avec Bruno Latour sur le positionnement philosophique de la gaïagraphie. Et puis aussi, il a bénéficié des influences de Terraforma, des échanges avec Frédéric Axel. C'est aussi un livre qui est issu d'un travail de thèse, mais recomposé un petit peu pour inclure aussi ces chemins de cycle. Et puis bien sûr les éditeurs B42 et le travail graphique de Valence. Donc voilà, un livre finalement c'est aussi tout un écosystème, et je suis contente qu'il puisse participer à ça. Et voilà, pour conclure, donc ce livre, il a pris quelques années à sortir, c'est vrai, parce que j'ai commencé finalement cette recherche en 2019. Donc ça fait un petit bout de temps. Il emprunte plusieurs chemins, plusieurs disciplines, mais j'espère qu'il arrivera quand même à rester cohérent et à proposer quelque chose au lecteur, ou en tout cas une appétence pour la découverte de la zone critique, notre pellicule habitable, on va dire, ou pour aussi une appétence pour les représentations de cette zone. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir réagir tout de suite, mais je vous propose que l'on écoute les autres intervenants et intervenantes et qu'on puisse justement réagir en faisant des mises en perspective. C'est l'exercice. En parlant d'un travail qui se fait à plusieurs, on va écouter Marc-Antoine Durand.
Marc-Antoine, vous êtes architecte et éditeur, vous êtes maître de conférence à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand et chercheur à l'UMR Ressources et au CERILAC Université Paris-Cité. Vous avez fondé les éditions Asfound. Avec Florian Camani et Mathilde Luguet, vous avez publié aux éditions Building Book, pardonnez-moi mon anglais, Suburban Alternative, enquête sur l'habitat intermédiaire aux États-Unis, ce qui est une enquête qui prend racine dans un voyage de 3 mois aux États-Unis et qui permet de rendre compte et d'explorer des alternatives au modèle dominant de la maison individuelle américaine en saisissant l'ensemble de ses implications, notamment, je vous cite, un urbanisme du dehors constitutif de l'éthos américain. C'est à vous. Ok, ça fonctionne. Alors, bonjour à tous. Merci Léa, merci à la Maison d'Architecture. Traversée de 5 livres, je pensais, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire, parler peut-être davantage de la manière dont on a fabriqué ce livre. Effectivement, nous aussi, ça a pris du temps, puisque c'est tout d'abord un livre qui est issu de 2 résidences aux États-Unis. Une première résidence qu'ont faite Mathilde et Florian en 2017, c'est ça, de 3 mois qui visait une exploration, effectivement une enquête sur le logement intermédiaire aux États-Unis qui leur a permis finalement de sillonner les États-Unis à la recherche de cette typologie pas rare, mais on va dire qui n'est pas forcément celle qu'on peut plus dans les territoires suburbains américains. C'est normal, ça dure 1 minute. Pardon, je suis désolée. Il y a un bip de 1 minute. Et parallèlement, et en fait on ne se connaissait pas encore, moi je bénéficiais d'une bourse de recherche de l'Institut français et je faisais des recherches en Californie, donc notamment sur les archives de Reynold Banham, et je m'interrogeais finalement et je m'intéressais finalement à cette fascination, on va dire, des Européens sur cet habitat américain, sur les grands espaces, sur les déserts, et donc voilà, on s'est rencontrés 2 ans plus tard, en voulant faire des choses chacun de notre côté de tout ça, et on a commencé à réfléchir comme ça. Ça fait 1 minute bientôt. Voilà. Alors, moi j'ai présenté quelques pages finalement du livre, donc un livre qui est édité par Building Books avec un gros travail du graphiste Jérémy Glatre, qui a été associé en fait dès le début en fait au travail du livre, donc ça c'est assez important à signaler. C'est un livre qui multiplie, qui cumule différents médiums et qui est composé dans un premier temps par un journal de voyage, donc qui décrit une sélection de 50 cas, donc 50 cas de logements intermédiaires qui, on va dire, s'étalent, on va dire, sur principalement la périphérie des États-Unis, mais qui couvre assez bien le territoire et qui couvre quasiment un siècle. Donc on remonte quand même à des exemples, je pense à des exemples de Rudolf Schindler qui datent du milieu des années 1910 par exemple, et qui vont jusqu'au début du XXIe siècle. Il y a d'abord un travail de journal qui décrit, on va dire, les dispositifs, assez finement les dispositifs justement qu'ont rencontré Florian et Mathilde dans leur voyage et dans leur visite, qui s'accompagne d'un travail de photographie assez complet, qui a nécessité là aussi les talents de Jérémy Glatre aussi pour faire ce travail d'image, et qui est accompagné d'un travail de redessin, donc à partir de cette sélection de 50 cas, un travail sur les typologies, et puis un travail aussi sur les formes urbaines, les insertions dans les tissus dans lesquels ces opérations s'insèrent. Donc cette sélection qui a été opérée par Mathilde et Florian, alors après s'il y a des questions, ça tombe bien puisqu'ils sont là, donc ils pourront y répondre. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre que cette question du logement intermédiaire, comme finalement comme témoin d'une prise de conscience que non, le pavillonnaire, la maison individuelle n'est pas la solution à tout, et qu'on peut peut-être réfléchir à d'autres modèles, c'est qu'une question qui existe dans la pensée des architectes déjà depuis bien longtemps. Je parlais de Schindler tout à l'heure, mais on a aussi Neutra, des gens comme Albidol, Grégorian, qui sont des architectes d'une génération, c'est des gens qui travaillent il y a quasiment 100 ans maintenant et qui en fait ont fait des propositions de ce type-là. Donc toute la première partie du livre, c'est une partie qui est assez longue, assez exhaustive sur l'étude de ces 50 cas d'études. Ensuite, il y a une deuxième partie du livre qui est une partie qui est plus
Académique, je ne sais pas, parce qu'elle invite finalement des chercheurs et des praticiens français et américains à développer un propos sur cette question, sur cette question qui est qui est à la fois celle de moi j'ai dit un urbanisme du dehors comme ethos américain ou comme une manière d'habiter les États-Unis, qui finalement décrit, on va dire, une certaine histoire de la suburbia et une forme de résistance d'un habitat américain à penser la densité. Et donc il y a 6 contributions qui vont 2 par 2. Les 2 premières qui vont s'attacher davantage à raconter finalement l'histoire du développement et de la conquête du territoire américain et donc aussi d'une certaine fascination, donc notamment des Européens pour ce mouvement. Il y a donc un texte que j'ai fait qui raconte effectivement cette fascination de Banham, sa découverte et la manière dont il utilise les travaux de Wright notamment pour expliquer ça. Un texte de Jean Tarika également qui revient beaucoup sur ces thématiques-là et qui inscrit finalement cette question de l'aménagement du territoire américain à la question de la démocratie américaine, des questions politiques. Ensuite, il y a une deuxième partie avec un texte de Kenneth Frampton qui décrit un prototype qu'il développe pour l'Urban Development Corporation de l'État de New York, sur lequel je vais revenir un petit peu, et un développement qui fait donc une opération de logement qui développe par la suite à Brooklyn au début des années 70. Un texte de Pluntz qui reprend, on va dire, des questions, qui lie en fait des questions économiques à la question aux questions suburbaines, et qui revient sur des expérimentations pédagogiques qu'il a menées à Columbia, avec un texte des années de 1973 qui est republié, plus un commentaire qu'il a fourni à l'occasion. Et puis une dernière partie où on a invité des architectes de Philadelphie, qui s'appellent ISA. Donc c'est Brian Phillips et Deb Katz qui décrivent, on va dire, leur pratique finalement dans ce qu'ils appellent le Philly Row, donc dans l'étendue suburbaine qui entoure Philadelphie, et un dernier article de Cynthia Gora-Gobin qui, elle, revient sur des positions, on va dire, plus contemporaines et sur l'émergence de positions, on va dire, davantage en faveur d'une certaine densité habitée qu'on peut relier à des qualités d'urbanité qui sont, on va dire, peut-être plus entendables depuis la crise des subprimes, la crise de Covid et par les théoriciens de l'urbanisme américain. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et puis, en fait, au milieu, il y a, au milieu de tout ça, je pense qu'il y a un nœud intéressant, moi, qui m'a beaucoup intéressé dans le travail qu'on a fait ensemble, qui est en fait une exposition qui a lieu en 1972 au MoMA, qui expose les travaux d'expérimentation de l'Urban Development Corporation de l'État de New York, qui vise en fait à présenter des prototypes d'habitat de faible hauteur mais à forte densité, le high density, et qui vise finalement à mettre en débat, en tout cas c'est comme ça que c'est pensé au départ, la difficulté qu'ont les New-Yorkais à penser ou à apprécier le logement de grande hauteur, donc pour leur proposer des alternatives. Et donc l'UDC invite donc des architectes à penser des prototypes et à penser des expérimentations, donc des architectes comme par exemple Kenneth Frampton dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est de cette expérimentation dont il est question dans le texte qui nous a fourni, ou des architectes comme Peter Eisenman qui ont aussi travaillé sur ces prototypes et sur deux applications à Brooklyn et dans Queens. Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement cette proposition de l'UDC, elle a eu un succès mais à l'envers, c'est-à-dire qu'elle a été prise comme référence pour penser une alternative non pas à l'immeuble de grande hauteur mais au tout pavillonnaire et à l'étalement urbain. Et donc c'est une proposition qui ensuite a une histoire, qui est reprise par le Centre d'architecture de New York en 2013 dans une exposition qui explore le développement de cette typologie
intermédiaire, qui est nommée donc Low Rise High Density, donc par une chercheuse qui s'appelle Karine Kuby, et qui a cherché donc, dans les productions plus contemporaines des exemples de ces typologies-là. Et moi, ce que je trouve intéressant dans le fait qu'on convoque finalement cet événement pour un peu relier tout ce travail, qui est un travail d'exploration, qui est un travail aussi de travaux de chercheurs sur ces questions-là, c'est qu'en fait, ça permet aussi de prendre un peu l'histoire par le milieu. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant parce que finalement, la question est posée en 1972, mais on se rend compte qu'effectivement, avant qu'elle soit posée, d'autres se la posaient, des architectes répondaient à ce genre de questions. Et puis ensuite, elle se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Et c'est aussi une occasion de mettre en lien des questions de référence transatlantique, ou en tout cas des questions d'échange transatlantique, où finalement les architectes, donc par exemple Crompton, s'appuient beaucoup sur des références européennes pour construire ces prototypes. Il a notamment en tête des propositions de l'atelier 5 pour faire des propositions à ça, et donc de voir comment finalement des références européennes vont s'implanter, réussir, enfin, de regarder un peu ce que ça va générer dans des contextes qui sont extrêmement différents. Ce qui est assez intéressant dans le récit que Florian et Mathilde font, c'est qu'en fait, ils étudient un peu ça. Et donc, ça pose la question, on va dire, d'un débat peut-être plutôt pour les urbanistes et les théoriciens urbanistes, qui est la place où l'espèce de réhabilitation critique quand même de ce qu'on appelle le new urbanisme. Donc une manière de penser un urbanisme plus dense, d'associer finalement densité et urbanité dans des propositions urbanistiques, qui est vraiment quelque chose qui vient d'Europe et qui, notamment dans le texte de Cynthia Goragoma, on voit qui est redécouvert avec quand même un point de vue critique. Mais voilà, ça parle, on va dire, de tous ces échanges-là. Donc je peux faire défiler quelques pages pour voir un petit peu. Eh bien, j'ai terminé. J'ai cité tout le monde, je pense. Voilà les photos de l'exposition. Voilà. Merci beaucoup. On va changer d'échelle. Avec Cyril Pressaco. Cyril Pressaco, vous êtes architecte. Et merci. Vous êtes architecte et vous avez fondé en 2009 l'agence Barrault-Pressaco avec Thibaut Barrault. Vous êtes maître de conférence à l'école d'architecture de Normandie et vous avez en parallèle, en parallèle des projets d'architecture, mais au sein de l'agence, une activité de recherche, d'exploration avec des publications, des expositions à la Cité de l'Architecture, au Pavillon de l'Arsenal, à la BAP et dans bien d'autres lieux. Et là, avec Wellness, c'est une exploration également, donc une exploration parue aux éditions Cariatide, qui articule des textes, mais aussi des géométros, aussi des photos de Jaime Meloni, et qui vous permet d'explorer dans cet ouvrage la manière dont, je vous cite, des considérations techniques et culturelles bouleversent l'acte de bâtir et ouvrent une conversation. Donc, c'est à vous pour nous parler de cette conversation qui s'ouvre. Merci beaucoup Léa, merci à la Maison de l'Architecture de nous recevoir, enfin de me recevoir, mais je vais m'exprimer à la fois au nom de l'association que je fais avec Thibaut Barrault et puis de toute l'agence Barrault et Pressaco qui a activement participé aussi à l'élaboration de cet ouvrage que vous avez derrière avec vous. Peut-être revenir tout d'abord en introduction, mais parce que c'est important, je citais Barrault et Pressaco, Thibaut et moi-même, et on était associés au départ de ce projet, qui était un appel à projet de recherche de la Caisse des dépôts et consignations, à laquelle on a répondu avec un binôme de praticiens, Barrault et Pressaco, et de chercheurs, en l'occurrence Jaime Meloni, qui est architecte photographe, docteur en architecture, et qui nous a accompagnés à la fois dans ce projet de recherche et aussi dans un certain nombre de nos projets, à la fois pour prendre les photos des bâtiments et puis pour mener des enquêtes qu'on a poursuivi, notamment avec l'enquête sur la pierre qui a permis de produire une exposition au Pavillon de l'Arsenal. Donc Jaime, c'est un compagnon de questions et de recherche depuis un certain temps. Et puis Sandrine Marceau, qui est une chercheuse en comportement des matériaux, biosourcés principalement, qu'on a prise avec nous en cours de route,
et qui travaille dans un laboratoire qui se situe à l'université Gustave Eiffel, donc juste à côté, à 500 mètres de l'école d'architecture de Paris-Est. Et on a été amené assez vite à travailler avec elle, parce qu'elle nous a ouvert, vous allez le voir après, les portes de son laboratoire. Et ça nous a permis de comprendre un certain nombre de choses sur la matière qu'on manipule tous les jours à l'agence en tant que praticien. Et puis on a eu la chance d'avoir une contribution aussi, qui est le dernier chapitre du livre, de Roberto Gergiani et Anna Rossellini, qui sont historiens, que je ne vais pas présenter, et qui reviennent un petit peu sur le travail de l'agence, les projets dans lesquels on a manipulé cet isolant chaud-chanvre, qui est l'objet du livre Wellness, et puis qui reviennent sur une question un peu sémantique, de savoir quel nom on doit donner à cette chose-là, qu'on appelle communément le béton de chanvre, et qu'eux ont défini comme étant un composé chaud-chanvre, donc un changement pour eux extrêmement important. Pour vous, c'est pas grand-chose, mais ça permet de produire un certain décalage. Donc le point de départ de nos recherches à l'agence, de nos questions, de nos investigations, on a du mal à les appeler recherches parce que voilà, c'est rarement des recherches académiques au sens strict du terme. Et puis pour enseigner dans une école d'architecture, on sent bien que ça peut appartenir à un certain champ, à une certaine manière, à une certaine organisation. Donc on cherche, on se pose des questions et le point de départ de nos questions, ce sont les projets qu'on fabrique, les projets qu'on conçoit, mais aussi les projets qu'on construit. Et cette dimension constructive elle est importante, c'est-à-dire que les questions, la plupart du temps, elles naissent pendant la période de développement du projet. Mais ce qui est important pour nous, c'est le moment du chantier où se révèle, s'incarne quelque chose de particulier. C'est le moment où la matière se fabrique, prend forme. Voilà, on quitte l'architecture de papier pour vraiment mettre les mains dedans. Et pour nous, notamment en utilisant ces matériaux isolants, le béton de chanvre que vous avez sous les yeux, c'est aussi un moment un peu particulier parce qu'on voit des choses qu'on ne verra plus après. À la fois on voit la matière s'agréger d'une certaine manière et puis en plus on voit ce qu'on appelle un moment un peu transitoire de la matière puisque tout ça va être recouvert parce que les isolants sont des matériaux relativement fragiles, donc il y a une nécessité à ce qu'ils soient cachés, protégés. Donc le chantier pour nous, et ça c'est une photo de Jamie Meloni qu'il avait prise pendant le chantier bien avant qu'on imagine pouvoir faire un projet de recherche et un livre. On avait envie de saisir, de documenter aussi ces moments du projet. Le livre, il est assez, peut-être pas facile à appréhender, mais en même temps, on peut le prendre par n'importe quel bout, en l'ouvrant par n'importe quel chapitre. Il n'y a pas vraiment d'ordre parce qu'il est très hétérogène, puisque c'est à la fois des enquêtes sur l'origine de la matière, l'origine de la ressource. Donc là, vous voyez une carrière de chaux, qui est un des deux composants du chaux-chanvre. Et puis ici, un champ j'allais dire cannabis, de chanvre, duquel est extrait ce coproduit, ce coproduit du chanvre, qui est la chaîne Vote, qui est le deuxième partenaire de ce couple chaux-chanvre. Donc une enquête qui nous emmène sur les territoires, les acteurs, les filières, pour comprendre un peu d'où cela vient exactement. Et on est capable, de manière très très précise, d'aller voir d'où cela vient, quel est l'effort, l'énergie aussi qui est dépensée, déployée pour transformer et puis transporter cette matière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait très fréquemment avec tous les matériaux, c'est systématique chez nous, on l'a fait avec la pierre, on le fait avec la brique, on le fait avec les matériaux, pour essayer de comprendre en fait ces questions qui deviennent aujourd'hui des chiffres dans des tableaux Excel un peu abscons, que derrière ça, il y a une réalité qui est celle-ci. Le livre aussi, avec Sandrine Marceau, il explore, c'est un lien très fort avec ce que tu disais juste avant, Alexandra, c'est cette question-là du territoire avec la ressource, et puis cette question microscopique, voire même nanoscopique, parce qu'on a utilisé un microscope électronique à balayage qui nous a permis d'aller voir à l'intérieur de la matière. Alors qu'est-ce qu'on est allé chercher ? On est allé chercher à comprendre quelles étaient quelque part quelle était l'origine des propriétés isolantes du béton de chanvre ou du composé chaux-chanvre qui sont très très particulières. C'est un matériau qui est perspirant, c'est un matériau qui a des propriétés hygroscopiques assez uniques et tout ça est lié à la géométrie, à la forme de ces systèmes de pores que vous avez sous les yeux. Donc là c'est juste la chaîne Vote, la partie du
végétal, on pourrait dire, de ce couple-là, à l'intérieur de laquelle on a tout un système de ports qui sont ouverts, fermés, dans certains types de réseaux. On est allé comprendre tout ça, on avait parallèlement lu de la littérature scientifique, de gens qui font des thèses sur ces trucs-là, et puis on a voulu aller le voir nous-mêmes, et puis on l'a redessiné, parce qu'on est architecte, alors on redessine beaucoup. Alors ça peut nous être parfois reproché, mais on a essayé de comprendre la géométrie de tout ça, et donc on a un peu mieux saisi, et là vous avez la chaux qui englobe des morceaux de Schoenvogt, on a un petit peu mieux saisi d'où venaient ces propriétés si particulières. Donc il est question quelque part d'air et de la manière dont l'air est emprisonné dans la matière, mais elle n'est pas que emprisonnée, puisqu'en fait les phénomènes sont relativement dynamiques à l'intérieur de cette matière-là, là où l'isolant, traditionnellement connu, c'est plutôt d'emprisonner de l'air dans des cavités, en essayant d'éviter le plus possible qu'il y ait des échanges de convection de l'air avec l'air extérieur. Là, dans le béton de chanvre, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est qu'il y a un peu tout à la fois et à toutes les échelles. Donc c'est une diversité qui est assez intéressante. Et donc cet air-là, cette matière-là, d'un isolant qui n'est pas très performant au sens de la performance de la conductivité thermique. J'emploie des termes qui sont aussi pour nous les termes de l'architecte aujourd'hui. Au-delà des questions de gravité, d'espace, etc., on manipule aussi, nous, beaucoup ce qui constitue le vocabulaire scientifique qui explique le comportement de la matière, notamment pour des questions climatiques, thermiques, etc. Et le livre commence par un glossaire de tous ces termes-là. En fait, on commence par expliquer, par donner à comprendre tout un vocabulaire qu'on va manipuler après dans le livre. Et donc ce béton de chanvre emprisonne de l'air, n'est pas un très bon isolant, donc ça veut dire qu'il va être relativement épais, prendre une épaisseur dans les bâtiments un peu plus importante qu'un isolant ultra performant, ultra mince, ultra pétro-sourcé. Et donc ça commence à interroger en retour la forme architecturale. Et c'est ce qui nous intéresse dans le projet, c'était peut-être la base, le moteur de notre recherche, c'est quelles étaient les potentialités formelles d'un isolant. A priori, elles sont nulles parce que jusqu'à pas très longtemps, l'isolant, c'est le parent pauvre de l'histoire de l'architecture, voire de l'architecture. C'est le complément pour améliorer la performance d'un mur. Enfin, rajouter de l'isolant à quelque chose qui est déjà là. Et nous, on pense que, aussi parce qu'on a une architecture qui travaille beaucoup sur la matière, sur la masse, que l'enveloppe des bâtiments doit reprendre à charge, quelque part, la régulation thermique, climatique des environnements dans lesquels on habite. Que tout ça n'est pas forcément géré ou ne doit plus forcément être géré que par les machines et les boutons sur lesquels on appuie pour avoir chaud, pour avoir de l'air à bonne température, avec la bonne hygrométrie. Que l'enveloppe et les matériaux qu'on utilise pour l'enveloppe, et ici le béton de chanvre, peut reprendre une part de ces fonctions-là. Et donc, ça nous amène à réinterroger aussi l'histoire ou les théories de l'architecture. Et donc, c'est l'objet du texte principal du livre, qui s'appelle « La nécessité du plein », qui au départ était le titre du livre. Donc, pour nous, une nécessité à réinvestir le plein, là où on fait l'exercice de nous revoir et relire l'histoire de l'architecture, notamment cette modernité qui a eu comme objectif de rendre la paroi la plus transparente possible visuellement, mais en faisant ça, qu'il l'a rendue totalement hermétique. Et quelque part, on a l'hypothèse qu'on s'est coupé du monde extérieur, alors pas visuellement, mais en tout cas climatiquement, physiquement, là où des matériaux perspirants, aussi parce qu'ils ont des origines territoriales qu'on a pu appréhender, aussi parce qu'il y a quelque chose qui passe à travers, alors ils nous permettent peut-être de nous reconnecter d'une certaine manière au milieu dans lesquels on se trouve. Donc c'est un peu cette nécessité du plein qui nous obsède d'une certaine manière. Et c'est une discussion qu'on avait aussi à la fin de l'écriture du livre, avec Sébastien Marot. C'est Thibaut qui a échangé pas mal avec Sébastien à la veille du BAT, quasiment, pour trouver le titre du livre. Et on avait du mal on traduisait la nécessité du plein, alors la necessity of fullness, c'était pas très heureux. Et c'est Sébastien Marot qui a eu ce mot-clé, wellness. Donc je profite de ce moment-là pour te remercier encore une fois, parce que c'est un titre qui raconte un peu cette épaisseur avec laquelle nous, on produit notre architecture, et qui dit bien ce que c'est que ce matériau. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Gaëtan Lamarche-Vadel. Vous êtes... On change de format, en effet. Merci d'être avec nous. Déjà, vous êtes philosophe, essayiste, docteur et HDR, chercheuse associée à ACT, à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'autrice de divers articles et essais sur les dispositifs philosophiques et politiques du secret. Vous avez enseigné dans différentes écoles d'art et écoles d'architecture, à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Vous avez enseigné à Paris 8. Et vous êtes membre du collectif de rédaction de la revue Multitude. Le livre que vous nous présentez ce soir, Jardin persan, paru aux éditions de La Villette, croise à la fois votre intérêt pour les jardins et la philosophie avec la culture persane. Merci encore d'être avec nous. Que je vais parler. Je vais surtout lire parce que j'ai peur de me perdre, parce que le père c'est très très grand. Donc je vais essayer de ramasser ça en quelques lignes. Donc le livre il est composé en fait d'images et de textes. Le dossier images intercalées entre les chapitres parce que je ne voulais absolument pas qu'il y ait un rapport d'illustration entre le texte et les images, ni d'explicitation de l'un à l'autre. C'est ce soir, je ne vais pas vous donner beaucoup d'images. Oui, les images, c'est le texte, deux approches différentes. L'une qui s'adresse au regard. Ah oui, pardon. Deux approches, deux compréhensions. L'une peut-être plus esthétique, qui s'adresse au regard, l'autre peut-être plus conceptuelle et plus abstraite, qui peut-être s'adresse à l'intellect, mais toutes ces distinctions sont complètement artificielles, car en fait, elles se complètent. Mais l'une correspond à l'observation des jardins existants, que j'ai traversés, donc je suis quand même allé 8 fois en Iran pour découvrir ces jardins, et l'autre, elle correspond à une étude des livres écrits sur le sujet. Donc, deux approches, donc images et texte, et aussi le livre comporte deux parties intitulées « Point de vue » et « Point de vie ». Cette dualité empruntée à Terra Forma, dont les auteurs sont Frédéric Haïti, Alexandra Arène et Axel Grégoire. Le premier, le point de vue, donc, est fixe, surplombant, globalisant. Il couvre une grande étendue. Il est extérieur à ce qu'il embrasse. Il est désincarné et se veut objectif. Le second, point de vue, est une attention sensible, incarnée, subjective, affectée par ce qui l'intéresse. Le point de vue est mobile, il intéresse et se fait influencer par les autres points de vie, habite le même territoire. Le point de vue est une exploration ou une connaissance située, dirait Haraway. Dans ce livre sur les jardins persans, le point de vue érudit convoque l'archéologie, enfin dans mon livre, l'archéologie, l'histoire de l'art, l'architecture, la religion, l'histoire politique du pays qui ont contribué à produire une controverse sur la définition du jardin persan. Certains disent qu'il est divisé en 4 jardins, comme cette donc enluminure, 4 parties. Du reste, on voit l'architecte, le maîtreur et les jardiniers, très important les jardiniers. Et certains disent donc qu'il est divisé en 4 jardins. D'autres soulignent l'influence islamique, coranique de cette définition, alors que les valeurs persanes, la culture persane est zoroastrienne, donc bien antérieure avant l'islam. Le point de vue s'intéresse aux composantes des jardins, la terre, l'eau, les plantes, les cultures, l'architecture et comment ces éléments sont en interaction, s'influencent les uns les autres, se diversifient, se modifient, changent de nature et se réinventent. Le point de vue tel que développé dans le livre pourrait s'appeler de l'archétype au motif, mais voilà, on ne va pas le développer parce que je n'ai pas le temps, mais on va aller directement au point de vue, au point de vie qui recoupe ce qu'a dit Axel et peut-être aussi certains aussi points que vous avez développés. Donc le point de vue commence par l'eau, essentielle, et le point de vue, on pourrait dire, qui pointe l'oxymore que forment jardin et désert. Rien de plus antinomique qu'une terre aride, anhydride, et un lieu comme le jardin qui ne s'épanouit que là où l'eau abonde. Le jardin persan
relève de ce défi de créer un jardin en plein désert, et pour cela, il s'invente écologique. En se créant, il crée sa propre habitabilité, il crée les conditions de sa propre vie. Les premières conditions de sa vie, l'eau. L'eau que les Perses vont chercher au pied des montagnes, là où se trouvent des nappes phréatiques pour capter l'eau et la conduire au lieu choisi pour créer un jardin. Les Mokani, ces gens qui sont les constructeurs des Kanates, creusent des tranchées. Ils creusent des tranchées qui sont des percées soit dans la roche, soit creusées dans le sol, souterrainement, pour éviter ensuite l'évaporation de l'eau. Pour que l'eau s'écoule continuellement, les Mokani calculent en fait une légère déclivité depuis le haut de la montagne, le point haut, jusqu'au jardin situé plus bas. On a décidé de faire ce jardin. En pénétrant dans le jardin entouré d'enceintes, le Kanat se transforme en canot à ciel ouvert ou en rigole d'irrigation. Par ces canaux, le jardin est relié à son environnement montagneux en amont et aux champs de culture, voire au village en aval. Car les canaux traversent les jardins et s'écoulent ensuite en dehors des enceintes pour irriguer les champs alentours. L'eau qui s'écoule de la montagne a une voie, un murmure qui ne s'arrête jamais, sauf quand ils sont coupés pour des raisons d'aménagement routier ou hydraulique, des retenues d'eau, ou agricoles de culture intensive. C'est ce qui est en fait la règle maintenant, c'est qu'on entend très peu l'eau, sauf éventuellement à Cachan. Dans les jardins persans, l'eau, cet élément essentiel à la vie des plantes, des cultures vivrières, des vergers, des carrés de fleurs, mais aussi des oiseaux, des humains qui y vivent, est indissociable des autres éléments de l'air, de la terre, de la lumière, avec lesquels elle se conjugue pour créer ces conditions d'habitabilité pratique et esthétique. La présence de l'eau se manifeste selon des formes différentes qui lui confèrent sa conjugaison avec le relief, l'architecture, le climat, la terre. Elle est canal, bassin, jet d'eau, cascade, rides, ondes, ruissellement, tourbillon, bouillonnement, éclaboussure, forcée, inondation, dans le cas des irrigations. La présence de l'eau se manifeste selon les formes différentes que lui confère sa conjugaison avec le relief, l'architecture, le climat, la terre. Le croisement de l'eau et de l'architecture est aussi un puissant facteur d'esthétique, d'esthésis visuelle, les figures et les mouvements de l'eau, tactile, la fraîcheur, auditif, les voix de l'eau. Mais aussi social, l'eau traverse des espaces séparés comme le Biruni et l'Andaruni, c'est-à-dire espaces privés et publics, où l'eau assure les fonctions domestiques qui génèrent de nouveaux dispositifs sculpturaux, bassins, fontaines, jets d'eau. L'air, cet autre élément fondamental, est une composante essentielle de l'architecture, ouverte et close à la fois. Dans les jardins persans, ça c'est l'irrigation, c'est un verger, donc on voit les bourrelets qui permettent de maintenir l'eau dans les carrés qui sont l'air, autre élément fondamental. L'air, autre élément fondamental, est une composante essentielle de l'architecture qui est ouverte et close à la fois. Dans les jardins persans, le pavillon est au cœur du jardin sur lequel il donne, sur lequel il s'ouvre par des iwans, c'est des vastes loggias, ou des talars qui sont aussi des espaces ouverts sur le jardin. Ces pièces transparentes, poreuses à l'air, communiquent avec le jardin. L'air au-dessus de l'eau du canal est plus frais, est
Et ce canal, le long duquel ont été tracées des allées qui sont bordées par des platanes, des sycomores, dont les feuillages qui ne sont jamais coupés se rejoignent à leur cime et créent aussi, d'une certaine façon, un espace qui garde plus ou moins la fraîcheur de l'eau aussi. La conjugaison de l'eau et de l'air pour rafraîchir les maisons quand la température est optimale dans le sud découle d'une ingénierie naturelle très subtile. Les tours à vent, divisées en Ok, j'ai bientôt fini. La conjugaison de l'eau et de l'air donc pour rafraîchir les maisons, c'est une ingénierie tout à fait subtile. Les tours à vent sont divisées en deux conduits intérieurs, au moins à une hauteur de 16 mètres. Elles captent l'air par une série de clapets qui emprisonnent l'air, le font descendre à l'intérieur de la maison où il rencontre un grand bassin d'eau fraîche. L'air s'humidifie, se refroidit et chasse l'air chaud de la maison qui, plus léger, remonte par le second conduit de la cheminée prévu à cet effet. L'eau, l'air, la terre aussi est un élément primordial du jardin, mais à condition de se combiner à l'eau et au soleil. La terre pauvre en produits organiques, mais riche en phosphate, est propice aux cultures, à condition qu'elle soit irriguée. Mélangée avec de l'eau et la paille, la terre est l'élément basique de la construction des maisons en adobe, mais aussi des briques, des carreaux, mais aussi des cuves et de tous les arts de la table et de la terre. La terre aussi fournit les minerais qui transmettent leur couleur à la faïence, à la céramique, aux enluminures, aux tapis, aux peintures, à la mosaïque, aux fresques qui ornent l'intérieur et l'extérieur des maisons, tapissent les murs, colorent les canaux. Terre, eau, soleil, ces éléments premiers qui sont les composants matériels du jardin se muent en éléments immatériels en se conjuguant ensemble. La terre devient poussière sous l'effet de la sécheresse, la poussière pigment, le plan d'eau devient miroir, l'architecture reflet. La voix ininterrompue de l'eau crée le bruit de fond des jours qui passent. Le chant des oiseaux emplissent l'air et leurs couleurs traversent le ciel. L'argile exhale le parfum des buissons de fleurs qu'elle entoure. Le compost se métamorphose en fruits sapides. Le jardin est un lieu de production et d'interpénétration, un champ de signes et d'interprétation. Il est un vaste cornu de transformation permanente. L'eau, la terre, le soleil, le vent, tout bouge, se mélange et chaque élément se transforme au contact de l'eau. L'eau fertilise la terre qui nourrit les vergers. Sous l'effet de la chaleur, s'évapore et humidifie l'air. Et le vent rafraîchit au contact de l'eau. Les arbres filtrent les rayons du soleil et font de l'ombre aux fleurs. Les plantes, sous l'effet de la lumière, rejettent de l'oxygène. Les oiseaux parcourent le ciel et envahissent l'atmosphère de leur chant. Rien ne se produit seul, mais chacun doit son existence à une série d'entrecroisements et de métamorphoses. Ces mutations sont des modalités de l'existence auxquelles les poètes mystiques iraniens ont prêté une attention privilégiée. La spiritualité persane, telle que la poésie ancienne de la communique, est une intelligence des transferts, des traductions, des interpénétrations permanentes des phénomènes cosmiques, terrestres et humains. Merci beaucoup. Merci. Sébastien Marot, vous êtes philosophe. Vous intéressez beaucoup à l'histoire de l'environnement, on pourrait dire aux humanités environnementales. Vous êtes professeur à l'école d'architecture de Paris-Est et vous y avez cofondé la revue Marne. Vous enseignez dans d'autres écoles, notamment, vous avez enseigné dans d'autres écoles, notamment à l'EPFL, et vous avez été commissaire en 2019 de l'exposition Taking the Countryside, et à cette exposition était associé un livre éponyme, et cette exposition elle a été itinérante. Par cette itinérance elle s'est enrichie, et si je ne dis pas de bêtises, cette exposition qui était articulée autour de 6 grands chapitres s'est enrichie de 2 chapitres supplémentaires contre l'exode et sur les biorégions, pour explorer des points de fuite et pour continuer par l'itinérance d'avancer en marchant.
le livre que vous nous présentez ce soir, Prendre la clé des champs, agriculture et architecture, paru chez Wild Project, rend compte de cette exposition augmentée de ces 2 chapitres. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous pour votre invitation. Le fait que ce soit à la fois une exposition et un livre, ça va me permettre de parler du livre en montrant des images de l'exposition, puisque l'exposition elle-même, elle était conçue comme un livre ouvert. Ça a été fait absolument en même temps. Alors, je fais quoi là? Il faut changer de... Donc, voilà, c'est un livre qui est déjà paru en anglais il y a 6 ans, au moment où cette exposition a été montrée pour la première fois à Lisbonne, à la Triennale d'architecture, où je souhaitais interroger avec des camarades avec qui on faisait cette exposition, et qui interroger les rationalités de l'architecture aujourd'hui, et je n'avais pas cru pouvoir mieux faire pour contribuer à cette réflexion que de réfléchir à l'évolution des rationalités dans 2 disciplines, on pourrait dire, ou champs d'activité voisins, que sont l'agriculture et l'architecture. Et donc, comme tu l'as dit, le livre qui paraît en français, c'est en gros le même, mais avec 2 chapitres ajoutés qui proviennent des ajouts qu'on a faits aux expositions à mesure qu'elles se promenaient, quoi, en gros. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est une première phrase d'un traité de géométrie et d'architecture de 1811, que vous voyez là. Une très belle phrase qui dit « L'architecture est, après l'agriculture, le premier et le plus utile des arts ». Donc elle est après et le premier en même temps. Donc un voisinage profond de ces 2 arts majeurs, on pourrait dire que sont l'agriculture et l'architecture. Alors qu'ils ne sont pas en très bon état aujourd'hui, ni l'une ni l'autre, à cause de toutes les problématiques environnementales qui nous mettent dans le merdier, il faut bien le dire, aujourd'hui. Donc ça, c'était le plan de l'exposition de Lisbonne, c'est le plan du livre, d'une certaine manière. En gros, il y avait une introduction visuelle, puis une espèce de nef, là, avec 6 séries de 7 panneaux chacune, thématiques, organisées chronologiquement. La première, c'était agriculture et architecture. La deuxième, c'était agriculture et urbanisme. La troisième, c'était de l'agronomie à l'agroécologie, pour faire une petite formation accélérée à destination des architectes sur l'évolution des savoirs de l'agriculture. La troisième, elle était centrale. La quatrième, pardon, elle était centrale. J'avais appelé ça Exit Urbs. Puisque une inspiration profonde de cette exposition, c'était d'essayer de sortir de la focalisation sur l'urbain et sur l'urbanisme, etc. Et donc, c'est de faire une petite histoire en 7 panneaux, comme ça, des mouvements d'exode rural. Il n'y en a pas eu que dans les années 1970 aux États-Unis. On pourrait dire que une bonne moitié du Moyen-Âge, c'est un vaste exode rural. Donc c'est intéressant. Ça n'a pas produit des architectures mineures, d'ailleurs, mais plutôt fabuleuses, d'ailleurs. La 5e série, elle se resserrait chronologiquement autour des années 60-70, c'est-à-dire pour parler de la montée en régime des préoccupations environnementales, contexte dans lequel apparaît un discours alter-rationnel sur l'agriculture, sous le nom d'agroécologie ou sous le nom de permaculture. Vous voyez des discours alternatifs très puissants, très articulés, contre, disons, la rationalité industrielle. Bon. Et il me semblait que c'était important pour les projeteurs en général, hein, les designers en général, d'aller regarder dans cette espèce de treasure trove de principes alternatifs développés pour l'agriculture, et qui avait peut-être des leçons à en tirer pour d'autres domaines. Puis dans la dernière série, justement, j'ai essayé de repérer un certain nombre de leçons partageables par des constructeurs, des architectes, des urbanistes, etc. Bon, je parlerai. Et puis ensuite, tout ça, ça aboutissait à une espèce de boussole qui a beaucoup circulé de futurs alternatifs des rapports entre ville et campagne, ou entre agriculture et architecture. Tout ça, c'était accompagné par plein de films, ça, c'est pas dans le bouquin,
ni par une gigantesque frise chronologique de 60 mètres de long qui va du paléolithique jusqu'à aujourd'hui, comme ça. Mais ça va être le sujet d'un deuxième bouquin. En gros, c'est mon cours d'histoire de l'environnement, comme ça. Ok. Donc voilà le bouquin. On a ajouté 2 sections à ça. Donc ça ressemblait à ça. C'est ça le livre. Hein. C'est une sorte d'idéologie. C'était un jardin d'idées, comme ça. Et puis derrière, c'était très très copieux, et ça c'est devenu encore plus copieux avec ces 2 chapitres suivants. Du coup, au dos de ces panneaux, on mettait des images qui sont en général bien plus connues des architectes. Vous apercevez le plan de la cité-jardin de Howard, en espérant que ça ferait des connexions comme ça intéressantes. Voilà, ça c'était à Lausanne, voilà, ça c'était à Lyon, dans lequel le bâtiment linéaire nous permettait de rendre protagoniste cette espèce de frise chronologique. Ça, c'était dans un marché à Bruxelles, ce qui a permis à Rem Koolhaas de venir voir notre note de bas de page transatlantique à son exposition, là. Ça, c'était à Marseille, à la friche de la Belle de Mai. Puis enfin, c'était à Nantes, sans doute le plus beau espace où on est montré l'exposition, mais vous voyez, c'est toujours le même principe, en gros, etc. Donc le bouquin, c'est tout ce qui est en rouge et en vert. Le reste, ce sera pour je vous montre juste un panneau, parce qu'il y en a 56. J'en montre un qui me sert de captatio benevolentia, et comme je dis, de capter la bienveillance des architectes sur ce sujet, quoi. Temple dorique, d'où sort le temple dorique? En gros, je vous la fais courte. Et si c'était une transposition, une sublimation des greniers à grains? C'est une hypothèse qui a été émise par plusieurs historiens un peu marginaux de l'architecture, qui me semble ultra convaincante. Non, les triglyphes, c'est pas les abouts de poutre, comme dit Vitruve, hein, encore que ce soit pas... Bon, ce serait peut-être des grilles d'aération. Il y a des symboles de grilles d'aération pour ventiler le machin. Et les chapiteaux doriques, corinthiens, ioniens, c'est des pest control devices. C'est-à-dire des moyens d'éviter que voyez, les souris pénètrent dans le truc, soit par gravité dorique, soit en mettant des linges avec des répulsifs ioniens, ou l'acanthe, qui est un répulsif très connu. Donc le corinthien, ça marche aussi. Et donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Alors, ce qui est amusant, c'est que les temples, évidemment, ils apparaissent à un moment où la Grèce, elle cesse d'avoir des greniers à grains, puisqu'elle conquiert et elle colonise des tas de trucs qu'elle rend en esclavage, d'ailleurs parfois, comme les cariatides, etc., pour les biens essentiels. Mais c'est pas rare qu'on se mette à sublimer, c'est-à-dire à faire passer à l'état gazeux des vertus de prévoyance, etc., au moment où on sait que ça en a franchi. Je suis presque en train de dire que le temple dorique, c'est un premier grand moment de greenwashing. Donc derrière, vous voyez le genre pour voir le genre de correspondance qu'on a faite. On retrouve ces images dans le bouquin, mais alors dans le bouquin, évidemment, c'est linéaire un bouquin, donc c'est un peu chiant. Donc il n'y a pas ces rapports, voyez. Mais bon, on les a mises. On fait confiance à l'effort, à la collaboratif du lecteur pour regarder ça. Bon, ça c'est un autre panneau, j'ai pas le temps. Je montre un tout petit peu cette frise qui n'est pas dans le bouquin, parce que c'est un peu tout le sujet qui est au centre, c'est-à-dire une façon de résumer la situation aujourd'hui, des villes qui croissent en densité comme en extension partout, et puis tout autour d'une série de problèmes, de problèmes de dégradation des conditions de la vie sur notre planète, avec le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité, la raréfaction de l'eau potable, l'érosion des sols, et puis évidemment la diminution de tous les stocks qui ont fait fonctionner la machine industrielle, c'est-à-dire non seulement les énergies fossiles, mais les métaux, les terres rares, etc., etc. Un truc qui m'a beaucoup inspiré, puisque c'était animé par la permaculture que je suis parti dans cette affaire, c'est une réflexion de David Holmgren sur les futurs possibles aujourd'hui. Alors, vous voyez, où il croise la diminution de la force de frappe dont on dispose, c'est-à-dire des stocks d'énergie fossile, de métaux, etc., horizontalement, et puis verticalement, l'autre problème, la dégradation des conditions de la vie sur notre planète. Et si vous faites de bas à fort des deux côtés, vous les croisez, 4 cadrans, 4 scénarios. Je n'ai pas le temps d'entrer dedans, mais on s'est livré à un exercice un peu du même genre, à propos des relations entre ville et campagne, en distinguant caricaturalement 4 discours environnementaux,
un discours, disons, de fuite en avant technologique. Seule une nouvelle révolution industrielle va nous sauver des problèmes créés par la précédente. Donc la moitié de la Terre, par exemple, des villes super denses, le reste est un enchevêtrement homme-machine, dont l'agriculture, et puis des réserves sauvages où n'ont accès que des savants spécialistes de biomimétique autour. Un deuxième scénario qu'on a appelé négociation, c'est la ville qui s'étend un peu à la Frank Lloyd Wright, comme ça, puisqu'on ne l'arrête pas. Mais elle intègre l'agriculture, la sylviculture, l'horticulture dans son programme, en quelque sorte. Ça, c'est un scénario qu'aiment beaucoup d'architectes. On pourrait dire que c'est l'urbanisme agricole. L'inverse, l'agriculture urbaine qui pénètre dans les tissus urbains, sur les talus, sur les toits, partout. Ça se passe comme ça, quoi. Mais parfois, c'est massif, en particulier s'il y a des gros problèmes. Detroit après l'effondrement de l'industrie automobile, Cuba après la cessation des importations soviétiques, tout ça c'est devenu la capitale de la permaculture. Et puis enfin un dernier scénario qui est l'opposé total du premier et qui mérite à notre avis d'être regardé pour parler de toutes les initiatives de gens qui, même quand ils sont dans l'orbite de métropole, s'organisent localement pour échapper, disons, à la biopolitique industrielle et urbanistique, la sécession, en gros. Alors tous ces scénarios, ils se produisent simultanément aujourd'hui, mais évidemment, ils reposent sur des conceptions très différentes des raisons du merdier dans lequel on se trouve. Et donc, c'était l'idée de placer les lecteurs et les visiteurs devant la question de savoir vers quel futur ils vont. Je montre juste le premier et le dernier, la première et dernière vignette des deux séries qu'on a ajoutées, contre-exode, pour imaginer peut-être qu'il faudrait démarrer un exode urbain maintenant. Exode urbain, donc on trouve plein de choses chez Karl Marx sur la théorie sur la loi de l'accumulation et l'accumulation primitive du capital. Si les villes sont nées en drainant les populations et les ressources des territoires ruraux, c'est la thèse de Marx à la fin du premier livre du Capital. Alors peut-être est-on rendu au moment où il faut sortir de l'urbanisme, en gros. Et puis une illustration, c'est le dernier panneau d'une longue série qui passe par Rosa Luxembourg, Illich, etc., sur le magnifique manifeste de l'atelier paysan, reprendre la terre aux machines, qui s'emploie précisément à faire ça. Avec un programme, il faut installer toutes affaires cessantes 1 million de paysans dans les 10 ans qui viennent en France, alors qu'il y en a plus que 400 000 aujourd'hui, et qui essaye de former les paysans à être capables de fabriquer leurs propres machines, de les réparer, etc., et leurs bâtiments aussi. On a des étudiants, un étudiant à Marne-la-Vallée qui est parti depuis 6 ans, il est formateur à l'atelier paysan, comme ça. Puis la dernière de ces sections qui explorent un peu l'horizon, disons, plus politique de cette réflexion, c'est une réflexion à partir de la notion de biorégion qui commence avec les Iroquois, une magnifique biorégion qui n'en avait pas le nom, qui a donné beaucoup de fil à retordre aux colons américains, malheureusement ne leur a pas résisté. Et puis la dernière, c'est, on peut dire, une biorégion qui fonctionne encore, vaille que vaille, mais depuis 30 ans quand même, c'est le Chiapas zapatiste. Voilà. Donc je finis là-dessus. L'agriculture est l'architecture est après l'agriculture le premier et le plus utile des arts. Et si vous me permettez un mot de plus, ça nous a inspiré avec Pierre Janin un projet pour la Biennale de Venise qui a perdu. On a perdu contre ceux qui ont gagné. Voilà. Mais ça consistait justement à inviter notre cousine, l'agriculture paysanne, à la Biennale d'architecture, dans une espèce de radeau de la Méduse qu'on aurait accosté à l'Arsenal. Et c'était génial parce qu'il n'y a pas de pavillon français, il est en travaux. Donc on se contentait de mettre des toilettes sèches au pavillon pour fabriquer du sol sur notre machin. Et c'est à ça que je m'emploie. Quand j'écrivais le bouquin, en même temps, je me délassais en faisant des toilettes sèches. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à la salle, mais le temps que chacun et chacune puisse rassembler ses
ces questions et ces esprits. J'avais juste une toute petite question autour de la représentation. On voit que la représentation, dans la plupart des interventions qu'on a entendues, est extrêmement mobilisée. Évidemment, Gaïagraphie, évidemment, ce que vous évoquiez tout à l'heure avec le travail que vous faites avec Gaëtan Amossé, qui participe à pas seulement illustrer, mais en tout cas incarner, raconter autre chose. On a pu le voir avec le redessin qu'évoquait Sylvie Pressaco. On a pu le voir aussi avec... peut-être que je me trompe, mais c'était aussi présent dans votre travail, dans des formes d'accumulation, de représentation. Est-ce que mobiliser la représentation de ces différentes manières, est-ce que quelque part ça permet d'opérer un décentrement? Est-ce que quelque part, et je pense que c'est particulièrement saillant avec toi Alexandra, mais pas seulement, est-ce qu'en se réappropriant certains outils, en les détournant et en utilisant la représentation qui, quelque part, dans toutes les enquêtes que vous avez présentées, est quelque chose, et Gaëtane Lamarche-Vadel, vous l'avez bien dit, vous avez dit, moi, j'ai pas d'illustration, j'ai une iconographie qui, quelque part, a la même valeur que le texte. Enfin, vous ne l'avez pas formulé de cette manière-là, mais quelque part, on avait l'impression, dans vos différents ouvrages, que cette enquête, elle est alimentée aussi par ce travail sur la représentation qui participe à opérer une mise en mouvement. Mais je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous souhaite réagir à cette remarque. Je réagis parce que le livre commence... Alors, j'ai parlé d'un glossaire tout à l'heure, mais les premières pages du livre, ce sont des dessins. J'en ai pas parlé tout à l'heure, je ne les ai pas montrés, mais où... au bout de l'exercice de recherche qu'on avait mené, dans laquelle on avait beaucoup dessiné, se posait la question d'essayer de représenter ce qu'on avait décrit de ces phénomènes qui traversent les parois, de perspirance et de phénomènes hygroscopiques. Et donc on a dessiné, c'est les premières pages du livre, on a tenté d'essayer de représenter des phénomènes dynamiques pour représenter la coupe d'un bâtiment, plutôt que de dessiner deux traits et puis poché, pas poché, etc. Donc de réinvestir ces questions aussi de représentation de l'architecture. On a essayé de représenter des phénomènes, ce qui a pris un certain temps, je ne suis pas sûr qu'on y soit arrivé, mais voilà, des choses qui bougent plutôt que d'être dans le statique, l'hermétique, le figé, d'essayer de montrer ça. Donc pour nous, c'est aussi une manière d'interroger nos pratiques. Si on change notre mode de représentation, peut-être qu'on va penser le projet autrement. Oui, il y a aussi une dimension, il y a un peu un triptyque. Il y a enquête, représentation et l'outil qui va permettre de passer à l'enquête de terrain, on est immergé, à un type de représentation. Je vois le microscope en fait partie. Ça rejoint aussi, je ne sais pas si vous connaissez Robert Hooke, c'était une référence qu'on avait beaucoup pendant Terraforma, qui était amenée par Frédéric Aïtouati, qui est historienne des sciences. Et en fait, Hooke, il invente le microscope et il voit pour la première fois des insectes ou de la moisissure, et il le dessine. Et ce qui est fou, c'est qu'il le dessine et que c'est ça qui va faire preuve. En fait, c'est pas seulement juste le décrire, mais aussi le dessiner. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'en tant qu'architecte, on a la possibilité d'ajouter des preuves finalement à l'enquête qu'on va pouvoir mener, l'enquête de terrain. Dans vos livres, effectivement, les dessins sont vraiment des outils pour explorer, en fait, pour mieux comprendre. Et on fait des dessins, c'est à la fois pour représenter, mais à la fois pour avancer dans l'exploration. Alors que dans les jardins, je ne sais pas, moi, c'est parce que sans doute 30 ans, dans les 30 ans prof aux Beaux-Arts, ça va quand même donner un sens de l'observation, du regard, de la sensibilité, qui fait que ces photos, en fait, sont aussi une forme de perception que la lecture des livres ou que l'intellection ne m'aurait pas donné et que je trouve absolument essentiel. Et sans doute, sans ces observations, sans exploration, dans ces jardins de cette exploration physique, je n'aurais sans doute pas non plus pu faire cette partie sur les points de vie et de me rendre compte combien ils étaient proches de la pensée soufie
Peut-être un mot effectivement sur le destinataire aussi des ouvrages d'architecture. Les destinataires, c'est aussi beaucoup, alors pour ceux qui enseignent en école d'architecture, nos étudiants architectes. Et on sait que, bon, par exemple, dans l'exemple du livre qu'on a fait avec Florian et Mathilde, tout ce travail effectivement d'exploration, d'enquête qui est retranscrit par un travail de sélection de photographie, de redessin, c'est aussi une manière de restituer une sorte de boîte à outils aussi pour des étudiants. On voit que c'est aussi comme ça qu'il est utilisé, ce livre. Dans les premiers retours qu'on a depuis quelques mois, qu'il est en vente et qu'on commence un peu à le discuter, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Je pense aussi pour Terraforma et donc ton nouveau livre, Alexandra, dans les écoles d'architecture, on voit que ces questions des représentations, elles intriguent, elles intéressent énormément les étudiants qui sont en demande et en recherche de ça. Et après, ils se tentent à faire à la manière d'eux. Et donc, avec beaucoup de succès parfois, et parfois un petit peu moins, mais en tout cas, c'est intéressant. Et puis après, pour connaître aussi Gaëtan, qui travaille avec Sébastien, évidemment que la représentation a un pouvoir de médiation qui est très, très important et très, très fort, quoi. Et le microscope, j'aimerais bien passer quelques projets au microscope à l'école, ça serait très intéressant, mais c'est tout à fait fascinant de changer ces points de vue-là, quoi. La dynamique de l'exposition, il y a eu 2 illustrateurs, donc Martin Etienne et puis Gaëtan Amossé. Et ça, le livre s'est fait en même temps. En même temps que... Parce que moi, quand je parle d'idéologie, c'est-à-dire le fait de composer un livre par une série d'idées, ça a un avantage quand on fait une exposition, parce qu'on peut les faire saillir comme des cartes dans une réussite, comme ça. Mais en même temps, il ne faut pas perdre le fil et la dynamique des choses. Donc le travail avec Gaëtan, l'idée, c'était de faire en sorte qu'on arrive à situer ces idées dans un flux historique. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est formidable, moi je ne dessine pas du tout, et de travailler avec quelqu'un qui a ce médium, c'est une collaboration géniale. Et puis ça... C'est comme je le dis dans le bouquin, ça vous sauve de la neurasthénie, le fait de pouvoir voir les choses comme ça. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, des remarques, Juste un petit complément, est-ce qu'il n'y a pas l'idée de rendre visible l'invisible dans toutes ces démarches, c'est-à-dire qu'on s'attelle à l'invisible. Donc voilà, ça appelle des nouvelles représentations. Il y a un intellect, il y a aussi les sens. On a 5. Et quand on les active, ces 5 sens, ça permet quand même de percevoir ce que l'esprit et la logique de la vérité ne verrait pas, on passerait à côté. Et donc, je pense que c'est plus qu'un complément, c'est vraiment des sources de connaissances esthétiques, des sensations. Voilà, c'est pas... Tout le monde peut le faire, hein, simplement, on prend peut-être pas le temps aussi, parce que c'est sûr que ça demande du temps de rester, mais enfin, comme ça demande du temps de dessiner aussi. Il y a plusieurs sortes d'invisibles. Par exemple, l'usage du microscope, ça consiste en effet à rendre visible quelque chose qui est trop petit pour être vu, et donc ça a été un truc dynamique incroyable du savoir, de la science, que de pénétrer dans ces trucs-là. Il y a des choses qui sont invisibles parce qu'elles sont trop grandes pour être captées. C'est-à-dire les systèmes dans lesquels on évolue, ils sont trop grands ils ne sont pas visibles littéralement. Et là, il faut utiliser d'autres trucs, et c'est comme ça que Howard Odum, grand génie de l'étude des écosystèmes, etc., il a inventé le concept de macroscope. D'une certaine manière, vous êtes un peu dans le macroscope aussi, c'est-à-dire d'arriver à comprendre
avant qu'on se dise au revoir, parce qu'en effet, l'heure file, c'est une question que j'adresse pas forcément à toutes et tous, mais que je laisse en l'air et je vous laisse l'attraper si ça vous... J'en avais deux. J'en avais une première sur les limites de la discipline. Je trouvais que c'était assez intéressant de voir que les uns et les autres, quelque part, vous... livres sont en eux-mêmes des enquêtes. Quelque part, ils viennent pas. Et Sébastien, vous avez cette recherche qui est présentée à un moment figé, à Lisbonne. Et puis, on vient rajouter un chapitre, un second. Et puis, peut-être que dans 3 ans, Amsterdam, on aura d'autres chapitres supplémentaires. Cette question du mouvement et de l'enquête, je trouvais qu'elle participait aussi certains Peut-être un mot sur la deuxième partie. On a écrit un article avant de faire le livre qui s'appelait From Practice to Research to Practice Again, en fait, qui décrivait un peu le processus qu'on a à l'agence de faire des projets qui font naître des recherches qui elles-mêmes alimentent les projets d'après, en fait. Et c'est ce côté cyclique. Voilà, c'est un peu nous dans la pratique, exactement dans ce sens-là. Donc c'est jamais achevé parce que ça va se nourrir du coup d'après, et ainsi de suite, et s'alimenter en permanence. De façon similaire, le livre, en fait, Gaïgraphie, il vient aussi d'une expo en fait, qui a eu lieu au ZKM, à Karlsruhe en Allemagne, qui a été montée un peu en même temps que quand j'étais dans la thèse. Donc ça participe aussi à cette enquête. Donc l'exposition, en fait, ça a recomposé un observatoire de la zone critique dans le hall du musée. Donc ça, c'était l'installation qu'on a proposée. Et plus largement, l'expo, elle essayait de traduire ces concepts de Gaïa, de zone critique, de terrestre. C'était une expo de Bruno Latour et Peter Webel. Et donc, nous, dans l'espace, finalement, c'était un peu la mise en espace du livre, de l'enquête, où les visiteurs allaient dans chaque station voir chaque capteur et essayer de comprendre le paysage qui était produit par cette zone critique, qui était un peu différent, qui décalait par rapport au paysage naturel. Donc il y a cette continuité, et aussi avec Terraforma, bien sûr, c'est une continuité de proposer des cartographies alternatives pour essayer de mieux saisir ce qui nous échappe. C'est peut-être pas ce qui est le visible, mais plutôt ce qui nous échappe. J'ai l'impression que ça soit le microscopique ou le macroscopique. Et en fait, le fait que ça soit une enquête qui s'achemine, c'est aussi du fait de la collaboration, parce que finalement, les acteurs viennent et vont dans la recherche, et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de continuellement enquêter avec d'autres et le prolonger par des disciplines. Moi, je connaissais pas du tout la géochimie, j'étais super contente. Mais il y a des liens, en fait, et comment ensuite l'architecte, il est par essence quelqu'un qui peut rassembler, il est un peu diplomate finalement aussi. Donc voilà, peut-être amener encore plus de diversité disciplinaire, d'agriculteurs aussi dans nos métiers. Je pense que ça serait intéressant. Merci beaucoup.